Alors, je vais juste présenter assez rapidement Stanislas Berton pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, c'est un ancien chef d'entreprise, économiste, donc il est auteur de plusieurs livres. Donc, Être français, lettre à ma sœur, publié en 2018. L'homme et la cité, volume 1 en juillet 2020. La France retrouvée en février 2021. Et également en décembre 2021 et décembre 2022, les deux volumes suivants de L'homme et la cité. Donc il a un site internet stanislasberton.com si jamais vous voulez le retrouver, il y a beaucoup d'écrits et d'essais. Sur YouTube, beaucoup ont pu le voir ces derniers temps sur Sud Radio ou TV Liberté, sur la matinale de Radio Courtoisie, ligne droite. Donc, le thème de la conférence ce sera Retrouver la France, comment la France a été détruite et comment on peut la retrouver. Merci beaucoup. Florian, donc merci à tous d'être venus ce soir, un samedi soir, et puis merci à Florian pour l'organisation de cette conférence. Donc, comme il vient de vous le dire, le thème de cette conférence c'est retrouver la France. Alors qui dit que France retrouvée dit France qui a été perdue. Et donc en fait quand on fait un constat objectif, c'est vrai que la France a été perdue. Il faut quand même rappeler que la France fut par le passé la première puissance mondiale. Il y a une époque où la France tenait ce rang, elle ne l'est plus. La France était, comme on disait, la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. On est dans un pays qui est en pleine déchristianisation, enfin qui est déchristianisé. Vraiment, notre pays n'est plus que l'ombre de lui-même. En fait, nous sommes, pour dire les choses clairement, dans un pays qui est en plein effondrement. Et je pense que le terme n'est pas fort. Dans un pays où on a quand même aujourd'hui des personnes âgées qui meurent dans des brancards, abandonnés dans les couloirs des hôpitaux, quand on a des zones de non-droit où la police ne peut plus aller, quand on a des élèves et des étudiants qui sortent du lycée sans savoir ni lire ni écrire. Enfin, vraiment, on est dans une situation vraiment catastrophique. Et donc, le cœur de mon travail, et ce que je vais essayer de vous expliquer ce soir, c'est déjà, si on veut apporter le remède, il faut déterminer la cause du mal. Il faut comprendre d'où viennent les problèmes, quelle a été leur cause, quelle a été leur nature. Et c'est ce que je vais faire dans les deux premières parties de cette conférence. Et dans la dernière, je vous expliquerai ce que nous pouvons faire pour retrouver notre pays, pour redresser la France. Alors tout d'abord, ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que la destruction de la France ne doit rien au hasard. Ça, c'est quelque chose qui est assez dit. Comme disait M. Bovary à la fin du livre du même nom, ce n'est pas la faute de la fatalité. Il y a eu un vrai projet de destruction de la France. Alors là, je vais tout de suite ouvrir une parenthèse, parce que dès qu'on dit ça, dès qu'on aborde ce thème, on va vous taxer de complotisme. Et après, la litanie, alors tout suit, extrême droite, fascisme, etc. Et en fait, ça, il faut vraiment ne pas être dupe de cette façon de fonctionner, parce que cet appel au complotisme, c'est une technique pour délégitimer l'adversaire, délégitimer son discours. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été employé de longue date. Déjà à l'époque de la Révolution française, on pouvait guillotiner les mauvais citoyens qui avaient osé remettre en cause la politique de la terreur, par exemple. Un peu plus tard, Staline disait, conseiller aux communistes, traitez votre opposant de fasciste. Pendant qu'il se défend, il n'a pas le temps de parler du fond. Donc ça, c'est toujours des techniques qui sont en vigueur. Et il faut quand même rappeler aujourd'hui, et ça je l'ai fait notamment au micro d'André Berkoff, c'est qu'aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est qu'on a la genèse du mot complotiste. C'est-à-dire qu'on a retrouvé la trace, c'est un mémo de la CIA qui date des années 60, qui dit que toute personne qui remet en cause la version officielle de l'assassinat de Kennedy doit être taxée de complotiste. Donc en anglais, conspiracy theorist. Donc théoricien du complot. Et donc ça, c'est une méthode qui a été vraiment utilisée par ceux qui voulaient délégitimer tous ceux qui avaient une pensée critique. Et c'est assez savoureux en revenant à l'histoire de Kennedy, parce qu'en fait, aujourd'hui, avant Noël, il y a eu une déclassification des archives de la CIA, et on sait qu'en fait, la CIA était partie prenante de l'assassinat de Kennedy. Donc c'est vraiment les gens qui ont organisé le crime qui vous empêchent de critiquer le crime et vous traitent de complotistes. Donc dans la première partie, je voudrais parler du mondialisme et du processus de subversion de la France et de l'État français, donc par ce que j'appelle le mondialisme. Alors déjà, ce que je voudrais faire pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est vous dire quelle est l'idéologie et quel est le projet du mondialisme. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans l'idéologie mondialiste, c'est que c'est fondamentalement une idéologie qui est suprémaciste. C'est-à-dire qu'il y a une idée très forte, c'est que en fait, le monde est divisé en castes,
Et au sommet, il y a les élus, on va dire la race des seigneurs, et en dessous, il y a leurs esclaves, et encore en dessous, et on verra après à quoi ça nous mène, il y a ceux qui sont considérés comme des inutiles. Donc ça, c'est très très important. Il y a vraiment cette idée qu'il y a des gens qui ont reçu le droit divin de diriger la terre, de diriger le monde. Et donc ça, il y a aussi un autre volet de cette pensée suprématiste qu'on retrouve dès le début dans la pensée mondialiste, qui remonte à la fin du XIXe siècle, c'est l'eugénisme. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut améliorer l'espèce humaine, la race humaine, ou en tout cas les différentes races, par un processus de sélection. Et qu'il faut aussi éliminer, et on va voir un peu plus tard à quoi ça mène aujourd'hui, éliminer tous ceux qui sont soit inutiles, soit considérés comme mauvais pour la survie de l'espèce. Donc ça, c'est un premier point, eugénisme. Et il y a aussi quelque chose qui est aussi central, mais souvent moins évoqué, c'est la pensée technocratique. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va utiliser la technologie, la science, pour résoudre les grands problèmes de l'humanité. Donc ça, on retrouve ça, par exemple, il y a une fascination pour l'organisation technique, donc qui va donner, par exemple, lieu avec des choses comme le taylorisme ou le fordisme, l'organisation scientifique du travail, qui va être en fait la transformation de l'homme en machine. Le travailleur qui autrefois était indépendant avait une maîtrise globale de son processus de production, en fait va devenir juste un engrenage, un rouage dans la machine. Donc ça, c'est quelque chose de très important, et on va le voir un peu plus tard. Ça aboutit à la vision actuelle de dire qu'on va utiliser la technologie pour gérer la société dans son ensemble. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, l'objectif de cette idéologie, à quoi elle vise, à quoi elle tend? Elle tend déjà à une gouvernance mondiale. Ça, c'est vraiment un projet qu'on retrouve dès le début. C'est l'idée qu'il faut détruire les nations, il faut détruire les formes politiques traditionnelles pour imposer une gouvernance mondiale. Et cette gouvernance mondiale, bien sûr, elle ira entre les mains de ce groupe d'élus, de cette caste des nouveaux maîtres, des nouveaux seigneurs, qui seront à même de gérer l'ensemble de la planète. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être aidés dans cette tâche par justement ce processus technocratique. C'est-à-dire qu'on va gérer l'ensemble de la planète avec ces moyens technologiques. Et ça, aujourd'hui, ça prend des formes très concrètes, parce qu'on est parti de quelque chose qui s'appelle la cybernétique, qui était donc le début de l'informatique. Et aujourd'hui, on est avancé petit à petit. Donc on a eu le développement de l'informatique. Ensuite, on a eu donc par exemple le développement d'Internet. Là maintenant, on a eu les smartphones qui sont devenus en fait des espèces de mini-ordinateurs. Et vous voyez qu'il y a de plus en plus d'activités qui passent par le smartphone, de plus en plus. Et en fait, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? On va être dans quelque chose, par exemple, qui s'appelle l'Internet des objets. Ça, c'était la mode il y a encore quelques années. Internet of Objects. Donc ça, c'est l'idée que vous allez avoir, par exemple, votre maison qui va être connectée. Vous allez, par exemple, avoir un thermostat intelligent qui va gérer votre température à votre place. Et la prochaine étape de ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va être ce qui s'appelle les villes connectées, c'est-à-dire les smart cities, ce qu'ils appellent. Donc ça veut dire qu'en fait, vos villes vont être bourrées de capteurs qui vont donner des informations en temps réel sur la ville, sur le déplacement des voitures, sur les flux des habitants, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà en train de se mettre en place aujourd'hui, il faut en avoir bien conscience. Et l'étape ultime de ce processus, ça va être ce qui s'appelle l'Internet des corps, Internet of Bodies. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est le corps humain lui-même qui va devenir une source de données. Et ça, par exemple, c'est ce que dit Klaus Schwab déjà dès 2016, qui dit que l'étape ultime, il répond à la télévision suisse, et il dit on va avoir l'objectif du processus, c'est la fusion du biologique, du médical et du numérique. C'est-à-dire que vous allez avoir même les données produites par votre corps, donc par exemple la pression de votre sang, la température de votre corps, même le fonctionnement des flux électriques de votre cerveau, etc., qui vont être mesurés en temps réel, et tout ça va aller nourrir l'Internet des objets, les smart cities, et en fait il y a ce projet vraiment qui est vraiment un projet totalitaire, de pouvoir tout contrôler sur un territoire de manière jusqu'au plus intime, c'est-à-dire jusqu'à la biologie du corps humain. Et donc il y a cette idée que rationnellement, on va pouvoir gérer le parc humain avec toutes ces données, ces milliards de gigaoctets de données qui vont aller nourrir des immenses structures, de superstructures de machines. Et donc forcément, le pendant de ça, ça va être qu'il y a énormément de choses qui vont être automatisées, et on en voit les prémices aujourd'hui. Vous voyez que ça ne vous a pas échappé, que vous avez moins en moins de gens au guichet, on vous met des automates. Vous avez vu qu'au supermarché, il y a de plus en plus de caisses automatiques.
Là, on parle maintenant, j'en ai parlé à midi avec quelqu'un qui me disait qu'il y a, avec, vous savez, la nouvelle intelligence artificielle, la chat GPT, eh ben, il y a eu un petit malin qui a décidé qu'il allait utiliser cette IA pour plaider sa cause devant un tribunal. C'est-à-dire qu'il pose la question du cas à cette intelligence artificielle et elle va puiser dans les bases de données et elle dit, le droit dit tac tac tac. Donc il va y avoir ça. Il y a des progrès de la robotique qui vont amener à l'automatisation. Par exemple, j'ai vu récemment un robot qui fait de la manutention, qui charge des caisses, qui conduit, qui porte les palettes, etc. Vous avez aussi les robots policiers. Maintenant, vous avez eu déjà, quand il y a eu le Covid, dans des villes, je crois que c'était à Singapour, il y avait des robots qui patrouillaient et qui vous scannaient pour voir si vous étiez en règle, etc. Donc en fait, il y a énormément de fonctions qui sont en fait automatisées. Et donc ça nous amène à quoi? Quand on fait la conjonction de tout ça, de l'automatisation, de la volonté d'eugénisme, et dans l'idée qu'il y a cette espèce de caste des seigneurs, en fait, qui a un peu un droit de vie et de mort sur un cheptel humain. Ben, c'est un autre aspect du projet mondialiste, c'est la dépopulation. C'est-à-dire que ça, ils le disent depuis très longtemps, et c'est écrit noir sur blanc dans leur texte, c'est qu'il y a trop d'humains sur Terre, qu'en plus avec l'automatisation, il y aura beaucoup de gens dont on n'a pas besoin, donc il faut réduire la population. Et donc vous pouvez trouver, il y a par exemple une vidéo célèbre de Bill Gates qui dit il y a quelques années, si on fait du bon boulot avec les politiques de santé et les vaccins, on peut réduire la population de 10 ou 15%. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont été dites, et ça se retrouve dès le 19e siècle dans les travaux des proto-mondialistes. Il y a notamment le célèbre Malthus qui a donné lieu à l'idéologie qu'on connaît, le malthusianisme. Donc ça, c'est un aspect de cet objectif. Donc, là, on arrive à comment on va mettre ça en place. On va mettre ça en place à travers des institutions internationales. Parce que de la même manière qu'on veut la concentration des informations dans des structures de données, de contrôle de données, on va avoir la même chose au niveau politique. C'est-à-dire qu'on veut détruire la souveraineté locale, la souveraineté des nations, pour la confier à des superstructures qui vont être au-dessus. Et donc ça ne vous a pas échappé que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a de plus en plus des institutions internationales qui en fait se substituent aux États. Donc on l'a vu avec l'ONU, on a vu récemment avec l'OMS, et en parlant de l'OMS, vous avez peut-être appris qu'il y a un projet qui va être de transférer, en cas de crise sanitaire, la prise de décision à l'OMS. C'est-à-dire que ça ne serait plus les États indépendamment qui pourraient prendre leurs décisions, ça serait l'Organisation mondiale de la santé, dont on sait que Bill Gates, qui se fait l'avocat justement de la dépopulation et de toutes ces choses-là, eh bien, finance et le plus gros contributeur de l'OMS après le gouvernement américain. Donc vous voyez comment la logique se met en place. Alors, la question qui se pose maintenant, on va avancer là-dessus, c'est qui sont-ils? Qui sont les mondialistes? Et comme certains d'entre vous le savent, la question qui tue, c'est qui? Alors, qui? Voilà. Donc, je vais vous donner certains éléments de réponse. C'est que pour répondre vraiment de manière succincte à ça, c'est des grandes dynasties. Donc on retrouve, je vais vous donner quelques noms. Il y a par exemple en Europe la dynastie des Rothschild, vous avez aux États-Unis les Rockefeller, en Allemagne vous avez les Warburg, qui est une grande famille de banquiers, en Suède vous avez les Wallenberg, et par exemple quand j'ai fait ce travail sur les grandes familles mondialistes, j'ai été frappé de trouver que dans les années 80, la famille Wallenberg employait indirectement ou directement par les entreprises qu'elle possède 40% de la population active suédoise. 40% de la population active d'un pays entier qui travaillait directement ou indirectement pour la famille Wallenberg. Donc c'est vous dire le niveau de puissance de ces familles. En fait, ce qui est assez drôle quand on travaille sur ces sujets, c'est qu'en fait, il y a une vraie logique dynastique. C'est-à-dire que quand vous étudiez les grandes familles mondialistes, vous vous rendez compte qu'ils se comportent exactement comme se comportaient autrefois les grandes familles royales. C'est-à-dire qu'ils se marient entre eux, ils font des alliances, des mariages d'intérêt. C'est toi tu vas m'apporter tel truc, moi je t'apporte tel truc, et c'est plus, on s'échange plus des duchés ou des comtés ou des seigneuries, on se fait des alliances entre grands groupes, entre tu m'apportes tel empire des médias, moi je vais te donner tel truc dans l'industrie pharmaceutique, etc. Donc ce sont des grandes alliances, et ce qui est frappant, c'est que autant autrefois, on avait des grandes familles qui étaient des familles ducales, des familles princières, une noblesse, une aristocratie du sol, qui était déjà enracinée dans son territoire. C'est-à-dire qu'elle était liée à son pays, à son sol. Là aujourd'hui, ce sont des gens qui sont globalement apatrides et qui sont transnationales. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'allégeance
un territoire ou à un peuple donné, et surtout leur pouvoir ne se voit plus. C'est-à-dire qu'autrefois, on était en Lorraine, on savait tous qui était le duc de Lorraine, on savait, si on était à Lunéville, on savait quel était le comte, on savait la hiérarchie du pouvoir, elle était claire, on savait à qui demander des comptes. Aujourd'hui, ce pouvoir, il est diffus, et tout est fait pour que ce pouvoir ne soit pas connu. Et je disais récemment dans un entretien dans Ligne Droite que, par exemple, quand on vous dit Elon Musk est l'homme le plus riche du monde, ça c'est de la foutaise. Tous les classements qu'on vous donne sur les grandes fortunes, en fait, sont biaisés, parce que les gens qui détiennent vraiment le pouvoir économique n'apparaissent pas dans ces classements, et leur vraie puissance économique est cachée via des montages financiers extrêmement complexes qui diluent, en fait, l'appartenance et empêchent de savoir qui détient réellement quoi. Donc ça, il faut le savoir. Donc là, on est à ce stade-là. Ensuite, on va descendre encore d'un cran. Vous avez toutes les institutions qui sont en fait les vrais centres du pouvoir politique. C'est-à-dire vous avez des grands forums internationaux qui vont transformer la vision de ces grandes familles mondialistes en feuille de route politique. Donc vous allez avoir, par exemple, des choses qui deviennent connues aujourd'hui, comme le Forum économique mondial de Davos, qui se réunissait il y a quelques semaines. Vous avez le Council on Foreign Relations, le CFR, vous avez la Commission trilatérale, vous avez le groupe de Bilderberg, vous avez moins connu de Good Club qui s'occupe de toutes les questions liées à la population, à la santé. Ça, c'est plutôt Bill Gates et Warren Buffett. Vous avez toutes ces choses-là. Moi, j'avais trouvé, pour les gens qui disent que tout ça est du complotisme, une vidéo où Philippe de Villiers était interrogé, et il racontait qu'il avait interpellé François Fillon en lui disant « Mais pourquoi tu vas au groupe de Bilderberg? Tu sais bien que ces gens-là, ce ne sont pas des gens fréquentables, entre guillemets. Tu sais très bien chez qui tu vas. » Et François Fillon lui avait répondu, c'est lui qui dit ça, il disait « Que veux-tu, Philippe? Ce sont eux qui nous dirigent. » C'était l'aveu qu'il avait fait. Donc c'est ça quand même la vérité dont il faut avoir conscience. Alors après, j'en ai parlé en disant qu'il y a une concentration dans les institutions internationales. Bon, vous avez l'ONU, vous avez l'Union européenne, qui est la même chose, qui est en fait la gestion pour l'Europe. Vous avez l'Organisation mondiale de la santé, vous avez l'OMC, vous avez toutes ces structures-là qui, en fait, sont dans le projet global du mondialisme. Et enfin, on arrive à la dernière étape, en fait, qui est l'étape à l'échelon qui est mis devant le peuple, c'est-à-dire les pantins. Et les pantins, qui y sont? Ce sont des gens comme Emmanuel Macron, comme Justin Trudeau, comme Zelensky en Ukraine. En fait, ce sont des gens, on vous dit, ce sont eux qui ont le pouvoir, ce sont eux les chefs d'État. Mais en fait, eux, ce sont les paratonnerres, si j'ose dire. Ce sont les vitrines, en fait. Et ce sont eux qui sont vendus au peuple comme les détenteurs du pouvoir, mais en fait, eux, ce sont que des exécutants. Et pour appuyer ça, je mets toujours en parallèle deux citations. C'est Jacques Attali qui dit « Emmanuel Macron, c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai inventé ». Et vous avez Ihor Kolomoïski, qui est un oligarque ukrainien, qui dit en 2019 au Times, donc c'est pas confidentiel, c'est le Times, il dit Zelensky est ma marionnette et moi je suis le marionnettiste. Donc en fait, derrière tous ces gens, et en fait c'est très bien parce que ça détourne la colère du peuple, c'est-à-dire la colère du peuple, elle se concentre sur ces figures qui sont présentées comme des figures d'autorité, mais en fait ceux qui organisent en réalité le projet mondialiste, eux, sont protégés, les gens ne savent pas qu'ils existent là. On va aller manifester contre la retraite de Macron, on ne va pas dire c'est la retraite déjà de l'Union européenne, et encore moins c'est la retraite de M. Rothschild, de M. Rockefeller, etc. En fait on ne dit pas ça. Et si vous dites ça, les gens verraient cette pancarte dans la rue, diraient mais qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que c'est que ces histoires, on vous prend pour un fou. Et ça c'est ça qui est différent dans la structure du pouvoir mondialiste, c'est qu'à dessein il se maintient caché. Et il se maintient caché parce que ça permet quelque chose qui s'appelle le déni plausible, c'est-à-dire que comme il ne revendique pas son pouvoir, on ne peut pas lui attribuer les décisions qu'il prend. Donc c'est ça, et c'est ça qui est absolument incroyable. Donc, si vous ne comprenez pas ça, si vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui il y a ce projet et qu'il y a ces structures du pouvoir qui agissent en coulisses, vous ne pouvez pas comprendre ce qui nous arrive, vous ne pouvez pas comprendre le plan du mondialiste tel qu'il se déroule, et qui se déroule indépendamment de la couleur politique des gouvernements qui sont au pouvoir, et vous ne pouvez pas non plus comprendre qu'il y a quand même des États et des personnes qui luttent contre ce projet et qui le font aussi en coulisses. Et ça, j'en parle notamment dans la première partie de mon nouveau livre, ce que j'appelle la guerre invisible. Donc ça, je ne vais pas le détailler, je vais terminer cette première partie en vous expliquant aussi les deux principes de leur méthode. Parce qu'ils ont développé une méthode. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous comprenez comment ils fonctionnent, en fait, vous comprenez la stratégie globale. Parce que
en fait, ils utilisent toujours les mêmes techniques. Donc une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, après c'est bon, vous pouvez décliner en fait à chaque situation, à chaque cas. Donc déjà leur travail, il faut comprendre que ces gens-là travaillent sur le temps long. C'est pas quelque chose qui s'est fait depuis l'après-guerre, qui s'est fait là depuis les années 80-90. Le projet mondialiste, c'est un projet qui remonte au moins dans sa forme explicite, enfin les traces vraiment indubitables qu'on a d'une manière écrite, c'est fin 19e. Et même si on voudrait, je dirais, remonter un peu, on peut même remonter jusqu'au 18e, avant la Révolution française, avec par exemple une société secrète qui s'appelle les Illuminés de Bavière, et qui dit très clairement, on va infiltrer. Par exemple, il faut savoir que Adam Weishaupt, qui est le fondateur des Illuminés de Bavière, est obsédé par les jésuites. En fait, il constate l'efficacité des jésuites et de la compagnie de Jésus, et il dit il faut qu'on fasse la même chose, et notamment ce qu'il va faire, il va créer donc ce petit groupe des Illuminés, et il va notamment infiltrer la franc-maçonnerie. Il va y avoir vraiment ce projet d'infiltration de la franc-maçonnerie, qui va utiliser comme démultiplicateur des idées des Illuminés de Bavière. Donc il va y avoir beaucoup de choses comme ça. Donc ça, c'est leur stratégie. Et c'est aussi la stratégie des petits pas. C'est-à-dire les petits pas, c'est, on ne va pas dire aux gens qu'on va faire un gouvernement mondial. On va y aller petit à petit. Par exemple, dans le cas de l'Europe, ou même du monde, on va commencer par créer la Société des Nations, pour habituer les gens à ce qu'il y ait un forum où les grandes questions internationales vont être décidées par des institutions extérieures, etc. Puis après, on va passer à l'ONU. Et puis après, aujourd'hui, on va passer encore à l'étape supérieure. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Si on vous habitue, et c'est la même chose pour les questions sociétales. C'est-à-dire qu'on a habitué les gens, par exemple, voilà, et ça, il y a des vecteurs qui font ça, la culture populaire, la publicité, le cinéma, tout ce qui est pop culture, est vecteur de ces... En fait, c'est de la normalisation. On va normaliser des choses petit à petit, et ça a été théorisé aussi. C'est le modèle, notamment le modèle Bezmenov, c'est démoralisation, déstabilisation, crise, normalisation. Donc à chaque fois qu'il y a une crise qui est organisée par le mondialisme, demandez-vous à quoi sert cette crise et quel état elle sert à normaliser. Et là, on l'a vu par exemple avec la crise du Covid. La crise du Covid, qu'est-ce qu'elle a normalisé? Elle a normalisé l'utilisation d'un pass, du pass qui va être utilisé pour accéder à certains services publics, normalisé pour prendre les transports, pour rentrer dans les restaurants. Donc là, on a normalisé quelque chose, et la prochaine étape, qu'est-ce que ça sera? Ça sera peut-être le pass climatique, le pass énergie. On a habitué les gens à avoir l'idée que certaines choses ne sont débloquées qu'à partir de certains comportements. Voilà. Donc ça, c'est un principe des petits pas. Et enfin, pour terminer, sur cette première partie, je vais vous donner aussi deux concepts plus généraux. Le premier, c'est la subversion. C'est-à-dire le mondialisme est dans un processus de subversion des institutions et il a compris qu'il ne pouvait pas attaquer frontalement. C'est-à-dire qu'il va rentrer à l'intérieur et il va en prendre le contrôle. Et en fait, ce qui est intéressant quand on regarde comment il fonctionne, c'est qu'il n'a pas besoin de tout contrôler. Parce que ça serait impossible, parce que heureusement pour nous, les mondialistes ont quand même un esprit tordu et dérangé, et la majorité des gens sont quand même des gens sains d'esprit. Donc ils ont quand même un vivier dans lequel ils peuvent recruter, qui est quand même relativement restreint, au départ. Parce qu'après, il y a des gens qui les rejoignent par intérêt, par carriérisme, etc. Mais au départ, les gens qui veulent vraiment détruire une société de l'intérieur, il y en a peu. Donc c'est pour ça qu'ils vont aller cibler au départ les postes clés. Ils vont se mettre à des nœuds qui leur permettent de contrôler une grande partie de la société avec une efficacité maximale. Je vais prendre un exemple de ça. Par exemple, c'est le rapport Pupink. Le rapport Pupink a montré comment George Soros a pris le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faut savoir que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce qui donne la jurisprudence sur l'ensemble de l'Union européenne. C'est quand même plus de 300 millions d'habitants. Mais qu'est-ce qu'a fait George Soros de manière très habile? Il a réussi à faire du lobbying pour que la Cour européenne des droits de l'homme recrute non pas seulement des magistrats professionnels, mais des gens qui sont issus d'ONG. Donc là, il y a déjà un premier principe. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des ONG dans tous les pays d'Europe et il s'est débrouillé pour que les gens qui soient les directeurs de ces ONG soient nommés à la CEDH. Donc ça, c'est un investissement. Je ne sais pas combien ça lui a coûté. Ça lui a coûté peut-être 10-20 millions d'euros pour créer des structures. En plus, c'est souvent dans des pays de l'Est où le niveau de vie est moindre, donc c'est moins cher, les salaires sont moins chers. Il y a beaucoup de pays à l'Est, donc c'est facile d'en créer beaucoup. Et puis après, il a fait peut-être dégraisser quelques pâtes, verser quelques pots de vin, et il se retrouve avec, en fait, pour quelques dizaines de millions d'euros, à contrôler toute la jurisprudence avec 30 personnes dans toute l'Union européenne. Donc c'est un investissement, vous voyez, qui est très ciblé.
Il ne s'est pas dit je vais acheter tous les juges de tous les pays, ça serait beaucoup trop grand, trop cher. Il a ciblé, il a créé des institutions qui permettent ça. Et comme justement je vous parlais de la centralisation du droit et de la jurisprudence au sein de l'Union européenne permet ça. S'il y avait une cour dans chaque pays, ça veut dire qu'il faudrait qu'il aille corrompre chaque pays indépendamment. Mais comme il y a une cour qui est pour l'ensemble de l'Union européenne, il suffit juste de contrôler cette cour-là. Donc c'est très habile, vous voyez, et à chaque étape, ils font comme ça. Donc ça, le principe-là, vous le retrouvez vraiment dans tout. Et pour donner encore un autre exemple de cette subversion, je vais citer un témoignage de Klaus Schwab qui est vraiment extraordinaire. C'est Klaus Schwab, en 2017, il est à la Kennedy School de Harvard, et il dit devant un public, hein, c'est filmé, enfin, il le sait, c'est pas une caméra cachée, il dit, avec mes Young Leaders, donc le programme des Young Leaders, c'est un programme de formation par lequel sont passés énormément de dirigeants, de chefs d'entreprise, etc. Il dit, avec mes Young Leaders, nous avons pénétré la plupart des gouvernements de la planète. Et il dit, Macron c'est nous, Trudeau c'est nous, Merkel c'était nous, etc. Et d'hier, j'étais à l'ambassade d'Argentine à Washington, la moitié des membres du gouvernement, c'était des types à nous. Et il dit ça devant des étudiants, sous-entendu, bah, si vous voulez être du bon côté, rejoignez-nous, quoi, allez avec moi. Donc voilà, c'est vraiment cette subversion des institutions. En fait, c'est une subversion en fait, de ce qui est le bien commun, par en fait des intérêts privés, par des groupes privés qui opèrent, il n'y a pas d'autre mot, comme une véritable mafia. C'est vraiment ça, c'est une mafia donc, qui est peut-être respectable, une mafia en costard-cravate qui va vous parler d'éco-capitalisme, d'inclusivité, de sauver la planète, mais en fait qui a capturé les institutions et les gouvernements à l'échelle même de la planète, et encore plus en Occident, mais vraiment à l'échelle mondiale. Et donc le deuxième principe que je voudrais évoquer avec vous ce soir dans cette première partie, c'est le principe de l'ingénierie sociale. Donc qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? C'est la manipulation furtive des attitudes et des comportements. Et donc ce qui est important de savoir, c'est qu'on va vous amener à vous comporter d'une certaine manière, mais sans que vous en ayez conscience, et ce qui est encore plus vraiment diabolique, c'est qu'on va vous faire croire que ça vient de vous. C'est-à-dire qu'on va stimuler votre désir, on va utiliser votre désir, on va utiliser votre besoin d'être accepté, de vous conformer pour agir. On l'a vu de toute façon complètement avec la crise sanitaire. On vous dit, si vous ne voulez pas tuer votre grand-mère, faites-vous vacciner, etc. Donc on culpabilise les gens. Et moi j'ai eu des témoignages, par exemple, d'enseignants qui avaient des petits-enfants de 7-8 ans qui étaient à fond dans ça parce qu'ils ne voulaient pas tuer leur grand-mère. Donc c'est ça c'est de l'ingénierie sociale. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le mondialisme qui a inventé cette science, c'est notamment la société fabienne, et qui a créé des instituts, qui a créé des bourses, qui a créé des chaires, qui ont inventé la science de l'ingénierie sociale, de la psychologie comportementale. Donc quand vous combattez le mondialisme, vous devez avoir conscience que vous êtes face à des gens qui ont inventé la science de la manipulation du comportement, et qui l'ont inventé et qui ont plus de 100 ans d'expérience sur la matière. Donc c'est pour ça que c'est très important de se former sur ce sujet, parce que, je veux dire, si vous êtes un citoyen lambda et que vous découvrez tous ces sujets, vous devez vous former pour être au niveau de vos adversaires, parce qu'eux, ils ont 100 ans d'avance sur vous au niveau purement technique. Donc ça, c'est un point très important. Et donc, alors, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez toujours les mêmes méthodes, vous avez, l'ingénierie sociale, de toute façon, vous l'avez vraiment autour de vous, vous avez même pas besoin, vous avez besoin de l'étudier pour comprendre ses principes et son cadre théorique, et après, pour son application pratique, vous sortez dans la rue, vous allumez votre télévision, vous avez de l'ingénierie sociale. On l'a vu pour absolument tout, on le voit dans la publicité. Et récemment, j'ai lu un livre très intéressant, une réédition d'un livre de Stuart Ewen, qui était un historien des médias, qui expliquait par exemple comment aux États-Unis, dans les années 20, on a manipulé le peuple américain pour créer la société de consommation. C'est-à-dire que le peuple américain, c'était un peuple de protestants, puritains, frugaux, déjà pour la partie des colons, et après c'était des gens qui venaient de toute l'Europe, et c'était des paysans, c'était des gens qui avaient l'habitude d'économiser, de ne pas dépenser, et en fait, à partir des années 20, ils se sont rendus compte de ça, et ils se sont dit comment on casse la culture de ces gens-là pour en faire des consommateurs qui achètent ce dont ils n'ont pas besoin, et qui s'endettent pour le faire. Parce qu'il a fallu faire de l'ingénierie sociale sur ces gens-là. Donc ça a été tout le travail de la publicité dans les années 20 et après au-delà. Donc il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits, notamment Propaganda d'Edouard Bernays, qui est le père de l'industrie de la communication et des relations publiques modernes.
Donc ça, vous l'avez eu, vous avez vu, bon là je n'ai même pas besoin d'insister là-dessus, l'ingénierie sociale à l'œuvre sur le Covid, et là, on le voit encore avec l'Ukraine. Et en fait, à chaque crise que vous voyez, vous avez toujours les mêmes techniques qui sont utilisées sur l'opinion publique, et bien sûr, les médias de masse sont le relais absolu. Je veux dire, il faut vraiment considérer les médias de masse comme la branche propagande du système mondialiste. C'est à ça que ça sert. C'est vraiment sa fonction. Et donc pour terminer sur cette première partie, je vais vous citer une phrase d'un ancien directeur de la CIA, William Casey, que j'ai utilisé dans un de mes essais, qui dit, elle est incroyable, « Notre programme de désinformation aura atteint son but quand tout ce que croira la population américaine sera faux. » Donc vous voyez le projet quand même de désinformation et de capacité de manipulation de l'opinion publique.